D'abord, le titre qui est un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est banal, c'est parce que ça m'arrive assez souvent. On doit faire quand même les titres à peu près 3 semaines avant l'exposition. Et donc, il y a 3 semaines, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, c'était travaux inédits, parce qu'ils étaient vraiment inédits pour moi. Alors, en fait, ils ne sont pas si inédits que ça, dans la mesure où il y a des choses comme ça que j'ai approchées depuis quelques années. Et l'ensemble est complètement nouveau, bien sûr, la présentation, etc., etc. Donc ça, c'est pour le titre qui explique pourquoi il est abstrait et pas très précis. Ensuite, in situ et situé, c'est in situ, c'est le mot que je n'ai pas inventé, mais j'ai introduit, en tout cas dans le milieu de l'art, ou d'ailleurs quand j'ai commencé à l'utiliser dans les années, fin des années 69, un petit peu en Europe, en France, parce que c'est dans le langage courant en français, personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc en anglais, on ne comprenait pas, dans presque toutes les langues, c'était un peu un terme comme ça, bizarre. Et dans le milieu de l'art, en fait, ce terme est devenu complètement aujourd'hui quasiment utilisé comme la dénomination d'une école. Je ne sais pas laquelle d'ailleurs, mais je continue à le conserver parce que je l'ai utilisé quand même avec un certain sens, même si aujourd'hui, la plupart de ceux qui l'utilisent, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est pas plus... Enfin si, la Joconde qui n'a pas bougé depuis 50 ans, elle est in situ, mais voilà ce que ça veut dire. Donc, ça c'est dans mon acception, in situ, ça veut dire fait sur place, vu sur place, détruit sur place, sauf si ça reste pendant X années, comme dans le cas de quelques œuvres publiques qui sont visibles. Et donc, ça veut dire intransportable et impossible à mettre où que ce soit, sauf dans ce lieu dans lequel ça a été fait, jouant avec le lieu, avec l'espace, avec les personnes, c'est même peut-être par là qu'il faudrait commencer, et donc qui font que cette chose, le moment où elle est faite, elle a un rapport avec tous ces paramètres différents, à la fois formels et tout à fait abstraits. Et situé, c'est pour définir des travaux qui, bien qu'ils soient très souvent initiés dans des lieux précis, donc le site encore, ont la capacité, de façon, je dirais, plus traditionnelle, d'être éventuellement transportés et vus autre part. Alors pour ce type de travaux, dont à peu près tous ceux qui sont ici, sauf un, ils sont... il y a un mode d'emploi et une règle, donc on ne peut pas tout à fait les mettre n'importe comment, n'importe où. Mais cette règle étant suivie, évidemment, ils peuvent se trouver sur dans d'autres espaces ou sur d'autres murs. Par exemple, aussi dans une salle comme ça, évidemment, chaque travail peut être tout seul sur un mur où il peut aboutir et il peut de nouveau bouger, etc. Comme je l'ai dit, il y a des règles de présentation, mais ces règles sont généralement très simples et quand l'espace existe, on peut les mettre de façon beaucoup plus, je dirais, habituelle, là où on habite ou là où on veut, dans un musée, chez un particulier, etc. Donc c'est non pas que le travail dit in situ ne puisse pas être chez des particuliers, mais généralement, une fois que ça y est, on ne peut pas le mettre autre part. Ça fait une grande différence quand même sur le type de travail. Et puis après ça, il y a aussi des exceptions. Un travail fait sur place et impossible à transporter peut aussi avoir des variations dans d'autres lieux. Donc il conserve certaines des caractéristiques et il n'est pas aussi immuable qu'il ne l'est dans la réalité. Parce que je pense qu'on peut imaginer que la pièce qu'on a faite ici sur la vitrine pourrait exister sur un autre lieu à partir du moment où il serait cohérent de faire ce dessin
Ça veut dire que bien qu'ici, à la fin de l'exposition, ce sera détruit, ça pourrait éventuellement être remis. On peut d'ailleurs imaginer le même système, mais avec un type de couleur et de dessin très différent, qui serait à chaque fois in situ et pourtant permanent. Il y a un élément intéressant, enfin pour moi, c'est une des questions qui m'intéresse à propos de ton travail, c'est cette façon dont tu organises, en tout cas, l'idée de la perception. C'est-à-dire comment le regardeur va pouvoir... Enfin, qu'est-ce que le regardeur va véritablement voir quand il est confronté à une de tes œuvres, particulièrement dans ces œuvres-là où effectivement cette mise à distance du mur, ces effets de transparence colorée, ces effets de miroir, etc., font qu'on est immédiatement confronté, justement, même si c'est un objet qui a l'air immobile, à ce que je disais tout à l'heure, une mobilité du regard. On est obligé, avec ton travail, de regarder les choses d'une manière fragmentée. C'est-à-dire que finalement, ce travail serait un instrument de fragmentation du regard ou du regard de l'observateur, contrairement à pas mal de paradigmes de la modernité qui essayaient de définir le regard du spectateur dans un musée ou devant une œuvre d'art comme étant un regard unique qui serait comme ça, un regard isolé, ou, avec Benjamin, un peu plus moderne, un regard stéréoscopique. Avec toi, on a l'impression qu'on est passé à une autre dimension, qu'on est dans un regard kaléidoscopique de l'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux définir, que tu définis toi-même, que tu mets en jeu, etc. Je pense que c'est depuis, alors ça, le début, surtout après, disons, ne plus avoir été directement inscrit par rapport à une recherche dans la peinture au sens strict du terme, je pense que c'est ma plus grande défection vis-à-vis de la peinture, c'est par exemple de n'avoir quasiment plus jamais ou quasiment jamais proposé un travail qui a un point de vue unique pour être vu. Alors s'il y a une chose qui relie toute la peinture, en tout cas occidentale, c'est d'avoir un point de vue qui n'est pas écrit peut-être, mais qui est plus ou moins implicite, qui fait qu'il y a un endroit très précis où on se met pour voir une peinture. Et la peinture le dirige. Alors le seul cas d'exception dans l'histoire de la peinture, c'est les peintures qui incorporent à l'intérieur même de la peinture une anamorphose qui est une sorte de jeu. Et lui, cette anamorphose, on va la voir en se mettant à plat ventre ou en se mettant sur le côté, et on ne va plus voir que ça au détriment du reste de la peinture. Mais c'est l'exception, je pense, dans la peinture. D'autres exceptions, en tout cas d'artistes que j'aime beaucoup, qui ont joué avec ce problème et qui se sont rendus compte sans doute qu'il y avait un problème. Par exemple, pour moi, Uccello, c'est une de mes références parce que malheureusement, on ne le voit plus parce que ça a été détruit avec le temps. Mais il faut savoir que dans les fameuses 3 batailles, bon, d'abord qu'elles étaient ensemble, donc on a tout foutu en l'air. Maintenant, c'est 3 chefs-d'œuvre dispersés dans 3 pays différents. Donc l'œuvre, en tant que telle, de toute façon, déjà, c'est le cas de le dire, elle a explosé. Mais ce qu'on sait moins, c'est que des éléments du tableau, comme par exemple les armures et les harnais des chevaux, etc., étaient souvent avec des miroirs. C'était de l'argent, mais c'était des miroirs. Donc ça veut dire qu'à la Renaissance, un personnage comme Uccello, il avait introduit dans son œuvre elle-même des éléments qui montraient autre chose que l'œuvre qui se reflétait dedans. Donc ça veut dire que c'est quand même aussi des préoccupations par rapport à des peintures les plus classiques qu'on puisse imaginer dans notre culture, que certains ont perçues quand même. Donc il est certain que même sur une chose très simple comme ça, l'incorporation du miroir qui va
fragmenter non seulement l'œuvre qu'on a sous les yeux, mais qui va introduire dedans je ne sais quoi qui va passer ou qui est sur l'autre mur, me semble intéressant déjà parce que ça crève le point de vue unique. Et c'est ça que je voulais dire au début, dans presque tous mes travaux, et ça alors tous ceux que j'appelle in situ, ils ne sont visibles que si on marche, que si on bouge. Et là, j'ai fait des expériences multiples. Il y a des pièces qui ne se voyaient qu'en faisant 300 km, par exemple. Bon, c'est peut-être là extravagant, mais c'était comme ça qu'on pouvait voir l'exposition en question, ce qui fait qu'il y avait peu de gens qui ont vu l'exposition. Donc ça, c'était peut-être en poussant le bouchon un peu loin, mais dans l'espace même où se trouve quelque chose, on ne peut voir de quoi il s'agit qu'en bougeant soi-même. Donc ça, je pense que c'est une caractéristique, et dans la mesure ici où il y a tout l'espace qui m'est donné, je pense qu'on peut un peu percevoir ce qui est proposé si on fait le tour de la galerie et de voir comment les pièces se répondent ou comment les choses s'associent ou se dissocient. Même pour des choses que je trouve évidemment beaucoup plus des objets et beaucoup plus, comment dire, se rapprochant en tant que forme d'objets à contempler. Mais la possibilité de l'exposition et du développement des choses fait qu'on se trouve sur cette même... Mais même pour une seule pièce, je pense. Même pour une seule pièce, si on veut vraiment la regarder, c'est pas pour rien que c'est à 50 cm du mur. On peut passer derrière, par exemple. Bon, passer derrière ça, c'est déjà plus un tableau. Ou alors, je sais pas ce que veut dire un tableau. On a compris.